Merci. Je suis Marie-Lise Massé, directeur du Centre d'information sur l'eau. Donc, ce sujet m'intéresse. Je suis justement dans l'art de la vulgarisation. En même temps que je vous écoutais, j'ai découvert qu'en fait, il y avait de l'incertitude dans la pêche halieutique. Et c'est un sujet que je ne percevais pas. Et en même temps que je vous écoutais, je me rappelais ce qui m'avait interpellé la semaine dernière. Ça n'a pas dû vous échapper. Il y a eu une étude qui est parue. Et il y a eu des gros titres dans la presse qui étaient, j'étais en train de rechercher en même temps que vous parliez, une étude alerte sur la surpêche internationale. Or, quand je vous écoute, je comprends différemment maintenant, alors que la semaine dernière, je me dis, zut, même là, on nous ment, on nous cache des choses. Et quand je vous écoute, c'est pas du tout, j'imagine que vous avez une réaction par rapport justement à ce buzz de journalistes qui a eu lieu la semaine dernière. Et ça m'intéressait en 2 minutes, enfin en très peu de temps, que vous puissiez me donner votre sentiment là-dessus. Oui, alors merci pour cette question. Je pense que votre question fait référence à la figure que je montrais. Hein. Alors, pardon, je vais essayer de la retrouver. Ça doit être CTRL-L. Parce que ça, c'est effectivement un article qui est paru dans la revue Nature il y a 2 semaines. Alors Daniel Pauly, qui est un des co-auteurs, c'est un des plus grands scientifiques halieutes du moment. Il est réputé quand même pour avoir des positions assez conservationnistes dans le monde scientifique. C'est quelque chose qu'il faut mentionner. Et effectivement, il a fait un énorme travail de reconstruction des captures mondiales. Et ce travail de reconstruction des captures mondiales, il montre quand même 2 choses. Il montre, enfin, le message est effectivement potentiellement un peu ambigu. Alors il faut faire attention. Le fait que les ressources halieutiques soient surexploitées globalement à un niveau mondial, je pense que c'est indéniable. Les scientifiques s'accordent globalement là-dessus. Il y a pas trop de... Même si il y a beaucoup de stocks sur lesquels on ne connaît pas bien les choses, etc., il y a quand même beaucoup d'indices qui montrent que la surexploitation est forte. Après, quantifier exactement le niveau de surexploitation, comment ça affecte précisément la biodiversité, comment différents groupes de poissons sont plus ou moins exploités. On a beaucoup entendu parler de la pêche profonde, par exemple, ou la baisse de l'abondance des grands pélagiques comme les requins ou les thons. Voilà. Ce n'est pas la même chose concernant ces poissons-là ou les sardines et les anchois. Il y a des différences. Donc le message est un peu compliqué, mais globalement, la surexploitation, elle est assez certaine. Il n'y a pas de controverse là-dessus. Il y a une controverse sur à quel niveau c'est surexploité et comment ça se répartit en fonction des groupes d'espèces et spatialement également, parce qu'il y a des grosses différences en fonction des zones. Voilà. Donc et le travail de Daniel Pauly en ça est intéressant. Hein. Là, il montrait surtout l'écart qui peut exister entre les captures officielles déclarées, donc dans les bases de données officielles, nationales ou FAO. Hein, c'est le trait gris ici, hein, les reported catches. Et puis ce que l'on peut reconstruire en considérant tous les problèmes de sous-déclaration, voire de sur-déclaration aussi. Les Chinois, par exemple, surdéclarent leurs captures pour des raisons un peu politiques. Alors on veut montrer qu'on est un grand pays, qu'on capture beaucoup. Alors voilà. Donc là, il y a une grosse incertitude. Merci. Moi, je me demandais, et ça fera le lien, je pense, avec une des interventions qui suivra dans la seconde partie, dans quelle mesure l'incertitude peut être utilisée par des groupes d'intérêt. Je pense que vous parliez de Daniel Pauly, vous le présentiez comme peut-être un conservationniste. Est-ce qu'à l'inverse, l'incertitude n'est pas utilisée, entre guillemets, d'accord? Est-ce que l'incertitude ne peut pas être utilisée par des groupes d'intérêt qui voudraient justifier une surpêche ou plus de pêche, un plus gros effort de pêche? La réponse est bien évidemment oui. Je n'ai pas pris le temps de détailler ça, mais Bruno Latour, qui est politologue à Sciences Po, dans un essai là, développe le concept de l'agnatologie. C'est assez intéressant. L'agnatologie, c'est la dérive malsaine quelque part de l'utilisation du doute par des groupes d'intérêt ou des lobbies ou autres. Et alors il développe son essai, bon, pas sur l'exemple des pêcheries, mais sur l'exemple des lobbies concernant le tabac ou les climato-sceptiques par exemple. Donc c'est sûr que quand on produit de l'expertise scientifique avec beaucoup d'incertitudes, et bien finalement après on en fait ce que l'on en veut. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien utiliser ça pour dire tant qu'il y a du doute on ne sait rien. Hein. Et, alors en pêcherie ça a été pas mal, effectivement il y a eu des cas comme ça. C'est-à-dire que
la non prise en compte ou la mauvaise prise en compte, le mauvais usage des incertitudes a donné lieu à de la mauvaise gestion. Il y a certains grands stocks comme les morues du Canada. Ou voilà. Donc, si on refait l'analyse rétrospective, on se rend compte que oui, il y a eu cette dérive-là. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu moins le cas parce que les processus qui vont jusqu'à la décision sont assez cadrés, très institutionnalisés, très internationalisés, avec à chaque fois une recherche de consensus dans les groupes d'expertise qui limite quand même considérablement ces problèmes-là. Je voudrais rebondir sur la première phrase de conclusion que vous avez mise. L'incertitude est l'essence même de l'aventure scientifique. J'aurais envie de dire que c'est même l'essence de l'aventure humaine, tout court, et de la vie, que d'avoir de l'incertitude. Et il me semble qu'il y a une dimension effectivement psychologique derrière tout ce débat sur l'incertitude, qui a été, on va dire, de temps en temps évoquée, mais qui pour moi me semble être plus au cœur quand même du sujet. Il y a en fait en nous une peur, et qui fait qu'on refuse en fait l'incertitude et qu'on préfère être dans ces zones de confort. Alors le scientifique est dans sa zone de confort en mettant cette incertitude en valeur, et de l'autre, les politiques, eux, face à cette incertitude qui leur est montrée, leur zone de confort, ça consiste effectivement à se réfugier dans l'inaction. Alors est-ce que cette dimension psychologique, est-ce que vous la ressentez effectivement quand vous êtes en train de discuter entre vous, et quelle est sa place finalement que vous lui donnez? Alors, peut-être un scientifique, et puis ensuite, des élus peuvent peut-être intervenir. Oui, c'est vrai qu'on est probablement plus à l'aise à parler d'incertitude et à assumer l'incertitude. Nous qui n'avons pas de la responsabilité des conséquences, enfin on a peu la responsabilité des conséquences de ce qui va se passer derrière. Donc c'est normal qu'on ait peut-être un peu moins peur et que... Mais ouais, je ne sais pas. Cela dit, bon, la seule chose qui peut diminuer la peur, on l'a dit, hein, c'est la clarté, c'est d'exprimer vraiment clairement, non seulement que c'est incertain, mais pourquoi c'est incertain, et aussi que malgré toutes ces incertitudes, il y a plein de choses qu'on sait, et on peut se baser déjà sur ce qu'on sait pour avancer de toute façon, quoi. Oui, alors, je dirais en tant qu'élu, on a bien vu à un moment donné, en deuxième partie, les préconisations des scientifiques, qui sont des préconisations dans l'état des connaissances actuelles, et la Commission européenne, un petit peu qui a coupé la poire en deux, je dirais, on est presque sur cette situation-là, en donnant des objectifs 2 fois moindres que les préconisations des scientifiques. Ensuite, ça supposera peut-être qu'on suive, parce que quand on ne suit pas des préconisations et qu'on prend des décisions comme ça, il faut aussi voir les conséquences de ces décisions-là. Alors je pense qu'on est toujours, en tant qu'élu, des fois interpellé. Je pense par exemple les besoins en eau. Il y a 20 ans, sur le bassin de Rennes, on disait, voilà, il y a une projection des besoins en eau par rapport à l'évolution de la population, qui amène même à dire il nous faut des ouvrages d'interconnexion qui peuvent aller du barrage d'Arzal jusqu'à la ville de Rennes. Le débat est actuel, puisque maintenant les projections montrent aussi que la consommation est moins présente maintenant, que les projections peut-être amènent à reculer ce projet-là. Donc il y a toujours des interrogations, mais qui sont aussi liées au modèle qu'on aura par rapport au changement climatique. Il y a plein d'aspects. On sait qu'on est fragile en termes de ressources, puisqu'on est sur des eaux superficielles. Donc il y a toutes ces données-là, mais on voit bien que les décisions politiques d'un moment peuvent être basculées des fois à d'autres moments, en tenant compte des scénarios aussi qui sont mieux connus à certains moments. Mais il faut le reconnaître aussi, des fois, avec des décisions qui amènent des coûts économiques. Voilà, il y a tout ça qui interpénètre au niveau des décisions. Sur le barrage d'Arzal, par exemple, on a vu à un moment donné les études de suivi de population de Civelles. C'est poser la question de dire est-ce qu'il faut un moratoire par rapport à la pêche. Et je pense que la question n'est pas encore définitivement tranchée, même si on a vu des améliorations sur certaines années des stocks.
voilà, ça pose des problèmes, quoi. Hein. C'est sur la prise de décision, parce que par exemple, c'est pas la commission locale de l'eau qui peut prendre cette décision, mais qui peut dire, bah, ça peut être une préconisation à voir. Hein. Et d'un autre côté, on a toute l'incertitude de la passe à poisson, la réelle remontée des anguilles, etc. Hein. On est sans arrêt sur ces questions d'incertitude, mais ce qui ne doit pas empêcher de prendre des décisions à un moment donné, quitte à les revoir. Enfin, je pense que dans la connaissance des scénarios. Hein. J'arrive en retard et je demande à mon voisin si la notion de prise de décision a été évoquée par rapport à la notion d'incertitude. Et bien souvent, mon sentiment, moi, c'est que l'incertitude est une façon de cacher aussi la notion de prise de décision. Tu l'évoquais tout de suite. Et derrière plein d'incertitudes, en fait, ce qui se cache, c'est je n'arrive pas à prendre la décision. Et on se masque par ce biais-là, quoi. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne, qu'un élu, quel qu'il soit, hein, ne prend pas sa décision? Pourquoi il ne la prend pas? Comment il peut être accompagné pour diminuer ou relativiser la part d'incertitude? Il y en aura toujours, en toute chose, il y en a. Et je pense que les deux choses sont très liées, quoi. Vous avez des grandes orientations qui ont été prises à des moments donnés, qui ont été prises avec plein d'incertitudes. Parfois, ça a amené à mauvaise réalisation, mais d'autres fois de très bonnes. Et la notion de prise de décision me semble très importante. Votre question, finalement, s'adresse à la deuxième partie de la session, plus particulièrement, où on va voir ça. Mais finalement, je pense qu'il y a des réponses dans ce que vous avez dit. Hein. Il y a la réponse que Patrick vient de faire en disant, finalement, éclairer les données du problème, c'est finalement se dire, mais d'où vient certaines incertitudes, mettre des faits et finalement aider à cette prise de décision. Alors, moi, je voudrais revenir, parce que tu l'as évoqué, sur le fait que souvent, finalement, on a des certitudes aussi, et que ces certitudes font du fait des peurs, la décision n'est pas prise et elle est reculée. Tu l'as évoqué dans un des exemples en disant on aurait pu prendre cette décision à ce moment-là, on ne l'a pas prise, quelles en sont les conséquences? Et je trouve que ça, c'est une bonne manière de regarder les choses parce qu'on voit dans un certain nombre de situations actuelles, hein, je prendrais par exemple l'arasement du barrage de la Célune ou d'autres choses, où finalement on sait qu'il va falloir la prendre, elle va mettre tant de temps, mais ce retard à prendre la décision, qu'est-ce qu'elle implique finalement pour les acteurs du territoire? Est-ce que cette non-prise de décision va finalement, pour les acteurs du territoire, engager plus de mal-être que finalement si la décision était prise et accompagnée en fait? Donc ces processus participatifs, tels qu'il l'a évoqué Patrick, hein, finalement il faut mettre autour de la table, quand on fait un modèle, les acteurs, tant dans l'acquisition des données que dans l'hypothèse que finalement jusqu'au bout. Et je pense que c'est une clé pour essayer de prendre finalement, d'aider à prendre les décisions au bon moment, décisions qui, si elles sont prises trop tard, finalement, sont source de difficultés. Voilà. Et il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été évoqué, c'est finalement ce qu'on appelle la gestion adaptative. C'est et ça a été évoqué dans ton diaporama, finalement, en disant, eh bien, on a pris cette décision il y a quelques années. Est-ce que, finalement, les modèles qui ont été mis en route collent avec ce qu'on observe? Et finalement, continue-t-on dans la même stratégie ou module-t-on cette stratégie? Et finalement, c'est dire, bien, on va prendre des décisions, voilà. Et ça c'est possible finalement quand ces décisions ne sont pas des décisions lourdes. Quand il y en a des décisions lourdes telles qu'un barrage, etc., on n'a pas. Mais dans l'évolution finalement de l'agriculture ou de la pêche, on a peut-être plus cette dimension adaptative qui est présente. Je voulais aussi revenir un petit peu sur un aspect. Alors, je ne sais pas si vous êtes psychologue vous-même ou si c'est une dimension qui vous intéresse ou si quelqu'un dans la salle pourrait répondre sur ces aspects-là. Mais je pense, j'ai mentionné comme source d'incertitude les problèmes de langage. Et
un des objets, je pense, de la session d'aujourd'hui, c'est justement d'essayer d'expliquer aussi ce que c'est que l'incertitude, parce que le premier problème de langage, c'est d'avoir un langage commun. Je pense qu'Étienne a bien expliqué, avec ses cartes météo, qu'il y a différents moyens de communiquer sur ce que c'est l'incertitude. Donc il y a un effort à faire du côté des scientifiques pour l'expliquer. Donc on a essayé un petit peu ce matin. Je pense qu'il y a aussi un effort, et ça pour l'instant on ne l'a pas mentionné, il y a un effort à faire du côté des décideurs pour essayer de comprendre ce que c'est. C'est un des gros enjeux en fait de la décision publique, c'est de ne pas se cacher, le manque de pouvoir de décision ou d'envie de décision sur le fait j'ai pas compris ce que c'était que les incertitudes. Donc déjà on a essayé un peu de les classer ce matin, pour déconstruire un petit peu les sources d'incertitude et savoir est-ce que c'est simplement un problème de langage, on ne se comprend pas, à ce moment-là, voilà. Est-ce que l'incertitude elle est liée à des problèmes de mesure? Donc là on a vu pas mal de moyens donc c'est du participatif, c'est de l'incertitude qu'on va pouvoir quantifier d'un point de vue mathématique. Mais je pense qu'il y a des efforts à faire des deux côtés. Il y a le fait, sans aller très loin dans la psychologie, parce qu'en fait, à chaque décision, effectivement, il y a des paramètres psychologiques. Mais il y a aussi, déjà, d'un point de vue des populations engagées dans ces processus, les experts d'un côté, les politiques de l'autre, il y a un besoin... c'est au niveau de la société, hein, d'arriver à mieux se comprendre. Et je pense que c'est important quand Étienne disait que, par exemple, il y a eu une question sur les décisions au niveau des pêcheries. C'est des comités d'experts avec maintenant une certaine pratique. Et donc le langage commun, ils savent très bien quand est-ce qu'ils veulent comprendre celui d'en face et quand est-ce qu'ils ne veulent pas le comprendre. Mais maintenant, l'incertitude scientifique, elle descend jusque dans les conseils municipaux. Et donc, envers des personnes, des élus qui... des fois ont moins de culture et moins de pratique en fait, de l'incertitude scientifique. Et je pense que là, il y a un besoin d'éducation, il y a un besoin de se comprendre. Et on est beaucoup dans une des certitudes qui était peut-être la moins explicitée ce matin, qui est celle simplement du langage et de la compréhension mutuelle. Oui, je voudrais rajouter un point, c'est qu'il faut bien avoir conscience aussi que, et heureusement, la décision ne dépend pas que de l'expertise scientifique en général. C'est-à-dire que, et c'est peut-être là aussi qu'il y aurait un effort à faire, c'est-à-dire que nous, on éclaire une partie du problème, on n'est pas omniscient, on ne peut pas intégrer tous les aspects du problème dans nos travaux, et ce serait bien aussi que dans le processus de prise de décision, il y ait une explicitation des autres données du problème et des choses qui font que, d'accord, je prends cette décision, ça va peut-être condamner les populations de thon pendant les 20 prochaines années, mais j'ai des bonnes raisons de le faire par ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les populations de thon. C'est peut-être là où il y a voilà, on parlait d'instrumentalisation de la recherche au début, et c'est vrai que des fois, on fait passer pour une décision basée sur une certitude scientifique quelque chose qui est en fait basé sur complètement autre chose. Oui, bonjour, Armelle Basque, élue à Mordel et au syndicat de bassin-versant du Meux et biologiste de formation. En fait, en tant qu'élu, je pense qu'il faut aussi pouvoir accepter le côté expérimental des décisions qu'on prend. Et dans l'incertitude et la part de risque, en fait, il faut aussi se donner le droit à l'erreur. Alors le problème quand on est élu, c'est que si on fait trop d'erreurs, on n'est pas réélu. Mais justement, c'est là qu'il y a aussi une question de langage, parce que en tant qu'élu, il faut qu'on puisse... enfin, nous, en tout cas, on essaye d'expliquer pourquoi on prend telle ou telle décision, et les conséquences que vont avoir telle ou telle décision. Si on fait ce choix-là, ça aura telle conséquence. Si on fait un autre choix, ça aura d'autres conséquences. Et au niveau des habitants, en fait, il faut absolument qu'on soit capable d'expliquer les conséquences de nos décisions. Donc l'incertitude, elle se trouve au niveau scientifique. La part de risque et de l'erreur, elle se trouve au niveau de l'élu. Après, c'est une question d'acceptation de l'erreur. Et aussi, pour les habitants, d'accepter le côté expérimental de la part de leurs...
Bonjour Luc Brien. J'interviens juste en étant scientifique et puis je réponds à la question que je trouve très intéressante et je trouve même primordiale de savoir comment on induit le risque, nous scientifiques. Et moi, étant en lien avec beaucoup de collectivités, la première chose que je fais, c'est que je ne vends pas quelque chose. En tant que scientifique, je ne peux pas en vendre. Quand on demande mon expertise pour mettre en place des actions, je ne vends pas quelque chose. J'explique. J'explique pas forcément les incertitudes, j'explique comment on connecte, comment on fonctionne l'écosystème. Et la seule chose où je peux accompagner la personne, le ou les décideurs, c'est effectivement de l'emmener dans l'expérimentation. C'est ce que vous dites. Et en fin de compte, l'expérimentation, elle n'est pas forcément de la part de l'élu, mais elle est aussi, elle doit venir de nous aussi, en disant, on ne connaît pas tout et on est bien obligé, on va essayer de tester ça et puis on verra bien si effectivement ça fonctionne. Parce qu'avec l'objectif aussi de pouvoir transférer aussi ailleurs. Quand on met en place quelque chose, l'intérêt, c'est de pouvoir être sûr d'assurer quelque chose et de pouvoir le transférer à d'autres écosystèmes. Voilà ce que je voulais ajouter. Juste, j'interviens 2 petites secondes. C'est pas vraiment une question, c'est plus une réponse pour nourrir un peu ce débat-là. Pardon, excusez-moi. En fait, au-delà de la question de l'incertitude, c'est la question de la responsabilité, je pense, qui est fondamentale ici. Parce qu'on est dans un système de représentation politique, donc on a des élus qui effectivement doivent prendre des décisions pour la communauté. Ils sont responsables à chaque fois qu'ils prennent une décision. Le truc, c'est quand on est élu politique, on n'est pas dans la même démarche qu'un scientifique. Un scientifique, son seul but, à la limite, c'est la vérité. Découvrir la vérité, aller dans la connaissance, la science. Après, il y a plein d'autres motivations, bien évidemment. Mais le but ultime, c'est quand même censé participer à la science. Quand on est politique, on doit prendre des décisions, mais surtout, on doit susciter de l'engouement. Et si on a besoin d'utiliser la légitimation scientifique pour promouvoir une décision, pour promouvoir une option, eh ben, c'est qu'en fait, la responsabilité, elle est extrêmement engageante et c'est difficile d'expliquer à des gens, donc j'ai pas le charisme nécessaire pour presque imposer ma décision pour que vous ayez confiance en vous. Par contre, j'ai des prédictions scientifiques. Par contre, elles sont pas super sûres. Alors, on ne sait pas exactement. C'est extrêmement compliqué à tenir comme discours quand on n'est pas face à des scientifiques, en fait. Si tout le monde était scientifique et tout le monde avait eu cette formation, avait effectivement l'expérience de l'incertitude au quotidien et notamment de l'incertitude scientifique, ce serait beaucoup plus simple. Seulement, dans nos sociétés, c'est pas du tout le cas. Et des fois, il faut peut-être justement penser plutôt à une sorte de processus de partage de la responsabilité. Et ça passe par beaucoup de discussions collectives, par des processus de décision plus partagés, qui fait que l'élu, il ne s'engage pas uniquement lui seul. Il ne prend pas la responsabilité à lui seul pour toute la communauté. C'est toute la communauté qui accompagne cette prise de décision, qui comprend beaucoup mieux et qui du coup accepte beaucoup mieux cette incertitude. Et je pense que du coup, la réponse, elle est peut-être à trouver là-dedans, en fait, dans ce partage de la responsabilité. Oui, plus qu'une question, c'est une expérience. Je suis élu au niveau de bassin versant et la plupart des bassins versants ont engagé des CTMA, des contrats territoriaux de milieu aquatique, qui visaient à assurer la continuité écologique dans les rivières, dans nos cours d'eau. Et les premiers, c'est une directive cadre européenne à laquelle on doit répondre. Et les premières fois que les élus ont été confrontés à ces problématiques-là, ils se sont rapprochés de cabinets d'études qui découvraient aussi le métier. Ils n'avaient pas en interne les techniciens avec la connaissance. Donc là, je viens sur le langage, là, ça a été évoqué tout à l'heure, pour mieux comprendre et diminuer cette part d'incertitude. Il a fallu pourtant répondre aux obligations de la loi cadre et on s'est lancé dans des CTMA qui étaient gigantesques en termes de prix, d'évaluation, de mise en cohérence par rapport aux obligations. Et très vite, avec le calage qui s'est fait entre un vocabulaire scientifique et qui était quasiment recherche fondamentale, j'ai l'impression, par rapport à une recherche appliquée et la mise en œuvre dans les rivières, à un abaissement, tout en répondant aux orientations, un abaissement du coût de 1 à 10. Évidemment que l'élu, il est très sensible, là, lui, l'aspect financier, évidemment. Mais ça passe par le langage, effectivement, l'appropriation du langage
et puis l'appropriation du langage entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, et après un décryptage pour que l'élu puisse se l'approprier aussi. Là, il y a vraiment besoin de cet aspect-là, quoi. Et en ce sens-là, oui, ça me fait penser à un autre point qui est une déclinaison. Aujourd'hui, on voit, il y a des réformes territoriales, notamment la loi NOTRe, qui induit qu'il doit y avoir beaucoup moins de syndicats. Par le fait, s'il y a moins de syndicats, ceux qui resteront, ou les structures qui resteront, seront plus grosses. Étant plus grosses, elles vont s'étoffer de services. Si on ne veille pas à cette circulation de langage, l'élu déjà se fait reprocher de ne plus être qu'une signature au profit d'un langage trop technique. Donc oui, je souscris complètement à cette remarque. Au niveau du langage, il faut à la fois que chacun fasse des efforts et puis l'élu il doit assumer aussi. Oui, alors par rapport à la question sur la prise de décision, hein, dans beaucoup de domaines, même si ce sont les assemblées d'élus qui vont trancher, beaucoup de prises de décision, elles sont faites en concertation avec d'autres acteurs. Hein. C'est le cas des commissions locales de l'eau, ce n'est pas que les élus qui tranchent. Des fois, on l'a vu sur la clé du Sage-Vilaine, on va trancher contre les avis des services de l'État. Voilà. C'est aussi par rapport à certaines données. Et dans les conseils municipaux, souvent, vous avez des commissions associant les habitants sur certaines données. Hein. Et je pense que c'est cette multiplicité d'acteurs qui permet d'avoir des prises de décision qu'à un moment donné, il faut prendre parce qu'il y a des orientations. Et évidemment, il ne faut pas les prendre que sur une visée d'un mandat. Il faut les prendre sur une visée à plus long terme. Et évidemment, avoir des évaluations des politiques publiques. Parce que c'est un enjeu fondamental aussi, quoi. En tenant compte à chaque fois de la progression des connaissances aussi que l'on a, quoi.